Bonjour à tous, bienvenue pour la première édition 2014 de Campus Mag. Campus Mag, c'est quoi? C'est tous les acteurs de l'enseignement, de la recherche et des sciences qui vous proposent un direct chaque mois dans le Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, on est au CNRS, première édition 2014, c'est parti! Nous accueillons sur le plateau Marcel Méchali, directeur du centre Génopolis du CNRS. Alors Marcel, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le centre? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui s'y passe? Bien, donc voilà, d'abord bienvenue à vous tous à Génopolis. Merci. Génopolis, c'est une initiative que j'avais prise en fait en 2003, donc ça a déjà 11 ans cette initiative, lorsque j'étais à la direction de l'IGH. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières. On a eu énormément de partenaires qui sont donc le CNRS, l'INSERM, UAM1, Sanofi, le Conseil régional, le Conseil général, le CHU, Montpellier et les mairies de Montpellier. Je crois que j'oublie personne, j'espère. Et donc, il y a du monde. Et aussi l'IGH qui a beaucoup contribué au financement de Génopolis. D'accord. Donc c'est important de mettre en commun tous les acteurs de la recherche sur le Languedoc-Roussillon pour travailler. Exactement. C'est quelque chose qui est, un projet qui est vraiment multipartenaire. Et du coup, vous travaillez sur quelle thématique? Puisque on sait que le CNRS, c'est toute la recherche, toutes les sciences larges. Tout à fait. Alors, Génopolis, en fait, est très axé sur la biologie. Et c'est essentiellement un bâtiment d'interface qui va mettre la recherche au centre et va le mettre en interface à la fois avec l'industrie, avec la recherche fondamentale en interface avec la recherche clinique, et la recherche fondamentale en interface également avec le citoyen, parce qu'il y a une explosion des données en biologie à l'heure actuelle qui nécessite aussi que le citoyen comprenne un peu ce qui se passe dans ce domaine. D'accord. Donc vous impliquez le citoyen dans vos projets, c'est-à-dire vous récoltez des informations, vous lui faites tester des choses. Tout à fait. Alors, en ce qui concerne le citoyen, le but, c'est de lui faire comprendre un peu, donc encore une fois, l'explosion des données qu'il y a en biologie à l'heure actuelle. Vous savez, le XXe siècle, ça a été le siècle de l'informatique et de la physique, vos micros, les ordinateurs, votre portable, que vous avez éteint heureusement. Et le XXIe siècle, c'est l'explosion de la biologie, en fait, avec l'explosion des données en génomique en particulier. Jusqu'à pratiquement il y a 10-15 ans, lorsque vous avez été malade, vous sélectionnez une dizaine de paramètres, voire une vingtaine. Dans quelques années, ce seront des milliers de paramètres qui seront traités par des ordinateurs et qui, on espère, permettront des meilleurs soins aux malades. D'accord. Donc ça veut dire qu'on sera plus malade dans 50 ans? Non, je pense qu'on aura d'autres maladies qui arriveront probablement. Mais ce qui est certain, c'est que ça permettra un meilleur diagnostic, un diagnostic plus précoce, et peut-être permettre des retombées qui aillent plus vite vers l'établissement de médicaments. C'est ce qu'on espère actuellement. D'accord. Et c'est important que le citoyen soit au courant de cette révolution qui se passe. C'est bien que tout le monde soit au courant de ce qui s'y passe. On est dans un nouveau bâtiment. Il a été construit récemment. Tout à fait. Donc le projet, encore une fois, est parti en 2003. Donc il a fallu 11 ans pour que le bâtiment fasse son inauguration, finalement, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois seulement. Et le bâtiment a démarré en fait en fonctionnement il y a à peu près 1 an maintenant. Et il a, comme la question que vous posez tout à l'heure, c'est est-ce qu'on montre des choses aussi aux citoyens ou même à l'industriel ou aux cliniciens? Oui, il y a aussi des salles qui sont réservées pour faire certaines démonstrations pratiques et examiner certains appareils ou faire des démonstrations d'expériences nouvelles. D'accord. Il n'y a que des chercheurs sur ce lieu? Il y a des étudiants? Oui, non, il y a les deux en fait. Le lieu était intéressant pour Génopolis, de pas le mettre dans un endroit qui était un peu isolé, parce que nous sommes entourés ici par plusieurs instituts de recherche. En fait, il y a une masse de chercheurs ITA qui dépasse les 500 à 600 personnes. Et donc il y a un accès à la fois qui peut être direct vers les laboratoires de recherche,
pour voir ce qui s'y passe, ou la discuter avec les spécialistes. Mais il y a aussi, à l'intérieur de Jeunopolis, des structures qui sont dédiées à des salles de réunion, une cafétéria où nous sommes ici et on veut qu'il y ait justement un gros effet cafétéria parce que c'est ce qui permet la communication entre ces différentes partenaires. Pour que tout le monde discute ensemble. Et puis exactement. On sait que souvent au bout d'un café, au cours d'un café ou d'un thé, que les idées se lancent. Et après, l'intérêt d'ici, c'est qu'après le café, on peut monter dans une salle pour discuter plus sérieusement. Eh ben, c'est convivial aujourd'hui. On est tous réunis. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Marcel. Merci. On vous dit à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Merci. Pour cette rubrique recherche, nous accueillons Anna Rodriguez, chargée de recherche au CNRS, Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, le CEF. Alors Anna, on sait que vous êtes sur une thématique de protection des aires, on va dire dans le monde entier, sur aussi l'extinction des espèces. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette thématique ? C'est un grand travail, c'est un compromis que nous avons en tant qu'humanité, c'est d'essayer de conserver la biodiversité dans la planète. Nous sommes ensemble dans cette planète, c'est le seul endroit de l'univers où il y a de la vie. Nous sommes tous là-dedans et on a un compromis à la fois moral, mais aussi un compromis politique d'essayer d'arrêter la perte de la biodiversité. D'accord. Vous pensez que c'est important de vivre en harmonie avec la nature ? C'est un peu le... Au moins de vivre, au moins de continuer, qu'il n'y a pas de perte des espèces. C'est surtout sur cet aspect que je travaille, c'est des moyens d'éviter l'extinction des espèces. D'accord. Alors vous avez étudié 173 000 aires protégées sur la Terre, 21 500 espèces. Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Et quelles aires vous avez protégées et quelles espèces aussi ? Moi, je protège pas des aires. Ce que je travaille, c'est sur des aires prioritaires pour la conservation. Les aires protégées sont notre principal utile qu'on a justement pour la conservation de la biodiversité. C'est la chose qui marche mieux pour empêcher la perte des espèces. Et il y a un réseau à l'échelle mondiale. Tous les pays de la planète ont des aires protégées, 173 000 actuellement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une analyse de quelles sont les aires protégées qui sont les plus importantes, qui ont une responsabilité plus grande pour la conservation des espèces. On a travaillé sur des oiseaux, des amphibiens et des mammifères, 21 000 espèces. D'accord. Pour sélectionner un aire, quels sont les critères ? Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un indice qu'on appelait irremplaçabilité. C'est un indice, en fait, de la responsabilité de chaque aire protégée pour empêcher de la perte des espèces. C'est calculé par rapport à la proportion de l'aire de distribution de chaque espèce qui existe dans chaque aire protégée. Donc, une aire qui a sorti, une aire protégée, si elle a sorti comme très irremplaçable, ça veut dire qu'elle a des espèces qui ont une très grande proportion de sa distribution là-dedans, soit même des espèces qui existent seulement dans cette aire protégée. C'est-à-dire qu'elle est responsable pour la conservation de ces espèces. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui va en ressortir, c'est-à-dire sur les aires qui sont protégées, quelles mesures vont être prises concrètement ? Mais là, nous avons mis en évidence un petit groupe d'aires protégées, de ces 173 000 qu'on a analysés. On a mis en évidence une centaine qui ont sorti comme des aires vraiment irremplaçables, indispensables à l'échelle mondiale. Mais c'est-à-dire qu'on ne peut plus jeter de déchets, on ne peut plus y aller. Quelles sont vraiment les mesures prises ? Parce qu'on sait que toute la planète est un petit peu polluée. Quelles vraiment sont les mesures pour protéger les aires protégées, elles varient beaucoup dans des mesures de gestion qui existent là-dedans. Il y a des aires qui sont presque, on ne peut pas y aller, mais c'est une toute petite partie. La plupart des aires protégées ont des gens qui habitent là-dedans. Ils ont de l'agriculture, de l'industrie, de la minération, il y a beaucoup de choses. Et là, ce qu'on a fait de notre travail, c'est justement de mettre en évidence quelles sont les espèces pour lesquelles chaque aire protégée est plus responsable, pour justement donner des avis aux gestionnaires pour quelles sont les mesures de gestion importantes pour ces aires protégées. Parce que ça dépend de quelles sont les menaces pour des espèces. D'accord. Et est-ce que vous êtes tombé sur des aires protégées qui étaient vraiment très polluées ? Est-ce qu'il y a des dépollutions à faire sur certains aires, puisqu'on sait que la planète est quand même assez... On n'a pas travaillé spécifiquement sur la pollution. La principale menace pour la biodiversité, c'est la perte d'habitat. C'est la principale forme pour laquelle les aires protégées marchent. C'est en fait en empêchant la déforestation, l'expansion urbaine, l'expansion agricole. C'est d'empêcher la perte d'habitat. C'est la principale forme d'action des aires protégées. D'accord. Où est-ce qu'on peut retrouver la liste des aires et des espèces qui sont protégées ? Est-ce qu'on peut les retrouver sur le site du CEF ? Est-ce qu'on peut les retrouver On a créé un portail
travail qui se centre sur quelques milliers d'aires protégées pour lesquelles on donne des conseils aux gestionnaires justement de dire quelles sont les espèces dans chaque aire qui sont les plus importantes pour cette aire. À part ça, il y a des portails de nos partenaires avec qui on a travaillé sur tous les aires protégées de la planète. Vous trouverez, ça s'appelle Protected Planet. Après, il y a un portail sur les espèces sur lesquelles on a travaillé, que c'est de la IUCN, International Union for Conservation of Nature, que c'est sur la liste rouge de la IUCN. D'accord. Merci beaucoup, Anna, d'être venue parmi nous aujourd'hui et continuer à protéger un petit peu la planète. Je pense que c'est important, c'est une belle thématique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Nous accueillons sur le plateau Gérard Jasniewicz, astronome au LUPM, et Claude Zurbach, ingénieur au LUPM, sur la thématique Gaïa, le satellite européen. Alors Gérard, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce satellite ? En quoi ça consiste ? Qu'est-ce que ça va nous apporter comme développement futur ? Oui, déjà, c'est donc un projet de l'Agence spatiale européenne à laquelle ont participé 400 à 500 scientifiques. Alors, Gaïa, en fait, c'est un satellite envoyé dans l'espace qui a été envoyé le 19 décembre 2013, qui va donc observer tout ce qui se passe dans son champ. Donc, il va observer des étoiles, des petites planètes, des galaxies, des quasars, enfin bref, plein de choses dans la zoologie de l'astrophysique. Et donc, en permanence, des objets vont traverser son champ de vue. Et donc, essentiellement les étoiles. 1 milliard d'étoiles vont être observées pour mesurer leur distance en particulier, leur éclat et leur vitesse qu'ils ont par rapport à nous. Le but étant d'arriver à mieux connaître la structure de la galaxie et de détecter de nouvelles exoplanètes qui peuvent graviter autour d'étoiles, d'observer de nouveaux petits corps dans le système solaire, ces astéroïdes rasants des fois, mais qui peuvent même passer près de la Terre, découvrir de nouvelles supernovas, des systèmes de référence, tester la relativité générale. C'est donc une mission, je dirais, globale de l'astrophysique. C'est, on peut dire, pour l'instant, la mission la plus importante en astrophysique du XXIe siècle. Le but étant de mieux cerner et de mieux comprendre notre galaxie, les galaxies extérieures, dans la mesure où si nous connaissons bien les distances des étoiles proches, par effet de rebond, on connaîtra mieux les distances dans l'univers dans son ensemble. Donc ça va nous apporter des réponses sur la physique fondamentale, sur le Big Bang, sur toutes les questions qu'on se pose depuis la création. Sur l'astrophysique stellaire, test des modèles d'évolution stellaire que nous développons d'ailleurs par ailleurs au laboratoire Univers et Particules de Montpellier, UM2 CNRS. Et puis donc tester donc les modèles qui sont définis et les tester, et puis disons globalement tester la physique qui est derrière elle, comme je disais, test de relativité générale. Toutes les astres qui sont observés dans le champ de vue de Gaïa seront affectés par le champ de gravité du Soleil. Donc vous voyez donc beaucoup de travail en perspective. D'accord, merci. On va passer la parole à Claude. Alors Claude, on va voir une petite vidéo. Vous allez nous expliquer un petit peu ce qu'on va voir, et puis après on discute du contenu. Très bien. Ce que nous allons voir, c'est le fonctionnement du satellite Gaïa, qui donc aujourd'hui est positionné sur le point de Lagrange numéro 2. C'est un point d'équilibre dans le système Soleil-Terre-Lune qui permet à un satellite ainsi d'être en rotation toute l'année autour du Soleil en dépensant le minimum d'énergie. C'est un point qui est mouvant, donc il est nécessaire pour le satellite lui-même de tourner autour du point de Lagrange. Et on va voir quelle est la technique adoptée pour ce qu'on appelle le scanning. Faire ce scanning du ciel, scanning de tout le champ de vision, comme l'a expliqué Gérard. Alors ici, on voit la structure générale du satellite, qui est innovant d'un point de vue technique dans beaucoup de domaines. Bon, ici, la perspective diminue, et on le voit relativement positionné par rapport au champ galactique. Donc, le premier objectif étant de mesurer les distances relatives des étoiles les unes entre les autres, de manière à pouvoir produire un modèle 3 dimensions de la galaxie, ce qui sera tout à fait nouveau. Une fois que vous disposez de ce modèle 3 dimensions, vous pouvez à ce moment-là faire des extrapolations sur l'histoire de notre galaxie et sur son futur. Alors ici, on voit que le satellite tourne, assure un balayage. Il a en fait deux ouvertures, deux objectifs, qui vont se recouper, et c'est beaucoup de mouvements combinés entre eux. Il y a la rotation du point de Lagrange sur un an autour du Soleil, il y a la rotation du satellite, et en même temps un mouvement de rétrocession du satellite de manière à assurer un balayage absolument optimum. D'accord. Et il va parcourir combien de kilomètres ce satellite ? En fait, il va pas bouger dans la mesure où il reste positionné autour du point de Lagrange. D'accord.
qui est situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Et la mission devrait durer nominalement 5 ans, avec une possibilité peut-être d'extension. D'accord. Excellent. Et le satellite va revenir ou il reste après sur place? Comment ça se passe? Il sera perdu. Il sera perdu? Oui. D'accord. Donc, beaucoup de travail. Combien de temps ça met pour faire un satellite, pour le créer, jusqu'au temps de l'envoyer? Je pense qu'à partir du moment où le projet a été défendu devant l'ESA, ça a dû prendre à peu près 12 ans. Et certains projets peuvent être beaucoup plus longs. Et le projet va durer jusqu'à? Jusqu'à 2018-2019. Non, plus 2019, oui, c'est ça. Et après, l'exploitation des données pour des dizaines d'années. D'accord. On peut retrouver toutes les informations sur votre site? LUPM, Du LUPM. qui rebondit sur le site de l'ESA et le site du CNES. Très bien. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. On vous souhaite bonne continuation et gardez la tête dans les étoiles. Merci. En direct de l'université de Nîmes pour la première visioconférence de Campus Mag. Merci Dim. On accueille Karim Wess, professeur des universités en psychologie sociale de l'université de Nîmes. Alors Karine, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos travaux et de votre thématique sur les comportements et sur la protection face aux risques des événements de catastrophes naturelles? Oui, effectivement, on travaille à l'université sur les questions des risques, pas seulement des catastrophes naturelles, mais aussi des risques environnementaux en général. Et l'approche qu'on a en psychologie sociale vient de l'idée qu'il manque souvent une dimension humaine dans cette protection face aux risques. Donc on va travailler sur cette question-là. D'accord. Vous avez élaboré ce qu'on appelle triage, traçabilité, identification, reconnaissance et gestion des victimes de catastrophes. En quoi ça consiste? Alors c'est un projet beaucoup plus large que notre simple approche de psychologie, puisque c'est un projet qui consiste à mettre en place un outil qui devrait permettre de gérer au mieux les victimes de catastrophes, en particulier de catastrophes naturelles de grande ampleur. C'est-à-dire quand il y a plusieurs milliers de victimes, comment on fait pour savoir où se trouvent les victimes, où elles vont, où est-ce qu'il faut les amener, où est-ce qu'elles ont besoin d'aide, etc. Donc c'est un projet d'identification des victimes pour leur venir en aide. D'accord. Vous intervenez uniquement sur les personnes humaines ou sur tout ce qui est écosystème aussi? Par exemple, une marée noire, est-ce que c'est vous qui allez un petit peu gérer la situation? Comment ça se passe? Nous, on s'intéresse aux situations où il y a forcément de l'humain en jeu, puisque le risque en sciences humaines est défini par à la fois l'aléa, donc par exemple la marée noire, mais surtout les enjeux qui sont des enjeux humains derrière, avec la vulnérabilité de ces enjeux. Et ce qui nous intéresse, c'est d'améliorer les réponses humaines, qu'elles soient individuelles ou sociales. D'accord, donc je vais reprendre l'exemple d'une marée noire. C'est vous qui allez organiser la cohésion humaine pour gérer cette crise? On n'organise pas la cohésion humaine, mais on fait en sorte qu'elle s'organise au mieux. On fait en sorte que les réactions humaines soient le plus adaptées possible à l'événement, qu'on puisse le plus rapidement possible reprendre le cours d'une vie habituelle dans la situation. D'accord. Vous parlez aussi, on parle beaucoup de changement climatique. Vous êtes sur une thématique aussi, vous aidez les agriculteurs français. Comment ça se passe cet accompagnement? Alors on a fait un premier travail au Groenland auprès des agriculteurs du Groenland pour essayer de comprendre comment ils percevaient le changement climatique, puisque c'est là-bas que le changement semble le plus perceptible, et comment eux ils s'adaptaient à ce changement. Et on travaille en parallèle sur cette question de la perception du changement et de l'évolution des pratiques face au changement en France. L'idée c'est de comprendre comment les agriculteurs vont s'adapter et éventuellement comment on peut les aider dans l'adaptation de leurs pratiques. D'accord. Du coup, quels sont vos prochains événements? Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations par rapport à cette thématique? Mais on peut trouver un certain nombre d'informations sur le site internet de l'Université de Nîmes, puisqu'on est en train de travailler sur la constitution de notre équipe de recherche interdisciplinaire sur ces questions de risque, et on actualise régulièrement les informations là-dessus. J'ai une page également personnelle sur le site de mon laboratoire, le laboratoire de psychologie sociale. D'accord. Vous travaillez avec des partenaires un petit peu aussi sur les universités, sur les centres de recherche, puisqu'il y a quand même beaucoup de centres aussi qui travaillent sur la psychologie sociale? Alors on est rattaché à un laboratoire de psychologie sociale avec une antenne ici à l'Université de Nîmes, donc c'est le laboratoire de l'Université d'Aix-Marseille. Et puis on travaille avec beaucoup de liens en interdisciplinarité, donc sur le changement climatique avec le laboratoire de climatologie, sur les questions de pesticides pour les agriculteurs également avec de la chimie.
On travaille sur le projet triage que vous avez cité avec des partenaires du SAMU, de la Gendarmerie nationale, etc. Donc oui, on a beaucoup de liens avec d'autres acteurs, qu'ils soient scientifiques ou opérationnels. D'accord. Merci beaucoup Karine d'être intervenue en direct et à distance sur le plateau pour cette première visioconférence Campus Mag. On vous dit à très bientôt. Merci Karine. Au revoir, merci. Merci. Nous accueillons sur le plateau Muriel Getsch, vice-présidente déléguée à la culture et au patrimoine scientifique de l'UM2, et Jean-François Molineau, chercheur à l'IRD, qui travaille sur le lancement de IRECOLNAT. Alors on va d'abord regarder un reportage et ensuite on se retrouve pour les questions. IRECOLNAT a pour objectif de faire un site web qui présente toutes les collections naturalistes qui sont présentes en France, en commençant par les herbiers. Ce système permet de pouvoir consulter depuis son ordinateur et même de travailler tous les spécimens d'herbiers qui seront sur le site. On va prendre l'image de tous ces spécimens car les herbiers ont un gros avantage, c'est que quand vous ouvrez une planche, en fait, ils possèdent sur la feuille même l'information de récolte, le lieu de récolte, le récolteur, l'espèce. Et il est évident, donc quand on prend une image de l'herbier, bien non seulement on prend l'image du spécimen, mais aussi on prend l'image de l'information. Il y a déjà 6 millions de spécimens qui vont être versés à la suite de la numérisation de l'herbier de Paris, et on compte bien en verser entre 1,5 et 2 millions pour l'herbier de Montpellier. Il faut savoir que dans l'herbier de Montpellier, pratiquement tous les spécimens ont besoin d'une remise en état, et dans un deuxième temps, il va passer sur un banc de numérisation, un banc industriel qui sera délocalisé pour pouvoir produire des images en grande quantité et de grande qualité. Ces images seront ensuite mises sur le site web et un chercheur en Amérique du Sud ou n'importe où dans le monde pourra les consulter comme s'il était à l'herbier de Montpellier. Tout ce travail aujourd'hui réunit une communauté importante, je crois motivée par tous ces aspects. Et nous, ça permet d'une part évidemment de valoriser un patrimoine pour les scientifiques, mais aussi pour le grand public. Au niveau mondial, il y a à peu près 2 milliards de spécimens dans les collections. Donc ce sont 2 milliards d'informations sur cet état de la biodiversité et de la géodiversité depuis qu'on récolte scientifiquement, c'est-à-dire à peu près 300 ans. Quand on voit l'évolution de nos sociétés, ce sont aussi des points de référence, de comparaison par rapport à toutes les évolutions. Superbe reportage. Jean-François, comment est-ce qu'on construit un herbier sur 1,5 million de numérisation prévue? Comment ça se passe? C'est gigantesque. Oui, c'est beaucoup plus gros que ça en fait, puisque c'est pas 1,5 million. 1,5 million, c'est pour l'herbier de Montpellier tout seul. Donc comme c'est un projet national, en fait, il y a beaucoup d'autres herbiers qui sont impliqués. Et au total, on devrait numériser plusieurs millions d'échantillons qui viendront se rajouter donc aux 6 millions déjà numérisés à Paris. D'accord. Comment ça se passe? Quand on fait sa rando le samedi, on ramasse des petites feuilles comme ça sur les 10 années et on fait notre herbier. Comment ça s'organise un herbier? Le principe de faire un herbier, c'est quelque chose qui se fait de la même manière à peu près depuis plusieurs siècles. En gros, oui, c'est ça. On est sur le terrain, on observe une plante qui nous semble intéressante, on coupe un morceau, ou si elle est petite, on la prend entière, et puis on note un certain nombre d'informations, donc la date, le lieu de collecte, et éventuellement d'autres informations sur l'écologie de la plante ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un procédé qui se perpétue et qui continue à être très utilisé. Moi-même, je fais ça régulièrement dans mes travaux d'écologie. Je fais beaucoup de collectes d'échantillons d'herbier. Donc on a dans ces collections une masse énorme d'informations qui datent des fois jusqu'à 3-4 siècles et qui nous permet potentiellement d'avoir des réponses à des questions qu'on se pose sur le devenir de la biodiversité, le devenir des espèces dans le cadre du changement climatique. Mais pour ça, il faut pouvoir analyser ces données. Et le gros problème dans le cadre de ces grosses collections comme celle de Montpellier ou celle de Paris, c'est que ces données ne sont pas disponibles, elles ne sont pas informatisées. On les voit sur les échantillons, sur les étiquettes où elles sont écrites, mais c'est pas informatisé. Voilà. D'où l'idée de ce projet, qui est de passer par une numérisation industrielle. Parce qu'évidemment, on peut numériser les échantillons à la main, un par un, mais vu les masses d'échantillons, ça représenterait des centaines d'années pour faire tout ça. Donc on passe à une étape industrielle. Et l'idée, c'est de faire donc ce qui a été initié à l'herbier du Muséum à Paris, de faire sous-traiter par une entreprise privée qui est capable de numériser jusqu'à 17 000 échantillons par jour. Ce qui est quand même assez donc ça, c'est l'aspect industriel de la numérisation. Merci beaucoup, Jean-François. On va donner la parole à Muriel. Vous,
c'est un gros projet, il y a plein de partenaires. Comment ça se passe, la gestion et l'harmonisation, on va dire, de ce projet? Alors, la gestion et l'harmonisation, c'est pas une question qui me concerne directement, puisque à Montpellier, on va s'intéresser à la question de la numérisation de l'herbier de Montpellier. Et l'herbier de Montpellier, pour moi, il m'intéresse, disons, au titre davantage, et Jean-François l'a précisé, pour les chercheurs. Ça reste un outil de recherche. Donc, pour que cet outil soit accessible à tous, effectivement, la numérisation, c'est le bon outil. C'est aussi un outil pour les experts du domaine de la biodiversité. Mais j'aurais tendance à dire, et c'est peut-être cet aspect-là que moi je souhaiterais développer, c'est que du fait de la fusion de nos deux universités, Montpellier 1 et Montpellier 2, la NUM, donc la nouvelle université de Montpellier, se trouve à la tête d'un patrimoine historique et scientifique absolument exceptionnel, dont l'herbier fait partie. Les ambitions que nous avons concernant ce patrimoine, c'est des ambitions de valorisation. Et je crois que Iricolnat est un projet qui s'inscrit parfaitement bien dans cette ambition de valorisation. Donc ça concerne les chercheurs, ça concerne les experts dans le domaine de la biodiversité, mais aussi, et c'est cet aspect qu'il va falloir développer, la question davantage du grand public et la question des scolaires. D'accord. C'est l'idée de rendre finalement cette distance entre les lieux, disons, de fabrication du savoir, on pourrait dire, et les lieux de diffusion de ce savoir, une distance plus courte. Merci Muriel. Avec plaisir. On peut imaginer de dire qu'on va faire notre rando maintenant, puisque tout est numérisé, on va pouvoir prendre en photo la petite fleur ou le champignon et de savoir quelle espèce, d'où ça vient. On peut imaginer dans les années futures d'avoir un petit... Alors oui, très rapidement. Je peux peut-être donner juste un exemple. Michel Guiraud et Marc Pignal, qu'on a vu sur le reportage tout à l'heure, expliquaient que dans cet énorme processus de numérisation industrielle, ils avaient accepté de prendre l'herbier de lycéens, de façon à pouvoir mettre en réseau ces travaux des lycéens autour de tout le travail qu'on peut mener dans le cadre d'un enseignement, par exemple. D'accord. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci. On accueille sur le plateau Franck Salin, chercheur à l'IRCL, qui a organisé le colloque musique et pantomime. Alors, on va regarder un reportage d'abord, et puis vous allez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Entendu. Du 9 au 11 décembre 2013, l'Institut de recherche sur la Renaissance, l'âge classique et les Lumières organisait les rencontres internationales intitulées Musique et pantomime dans le neveu de Rameau de Diderot. Pour sa journée d'ouverture, le colloque s'invite dans un cadre tout spécialement important. Le château d'Assas a été construit dans les années 1760, c'est-à-dire à l'époque même où Diderot concevait le texte. Et il nous a paru que c'était un rapprochement chronologique qui s'imposait pour faire un colloque ici en région, et organisé par l'Université de Montpellier 3 Paul Valéry. Musique et pantomime est une manifestation que l'IRCL a choisi de proposer sous la forme du colloque festival. Alors, nous allons bientôt commencer, mais rassurez-vous, ça n'a pas d'influence sur le concert. Dans le milieu de l'opéra et en particulier dans le chant, on a toujours un lien omniprésent entre la littérature et la musique, puisque on est amené à chanter un texte, qu'il soit théâtral ou poétique, puisqu'on peut chanter des mélodies. Mais là, aujourd'hui, on est surtout amené à interpréter des textes écrits pour une pièce de théâtre, puisqu'ils sont écrits par des librettistes. Je suis extrêmement honorée que la première rencontre se passe dans nos murs. Cette maison qui est complètement 18e, puisqu'elle a été érigée sous Louis XV, est contemporaine de bien des écrits de ce Jean-François Rameau. Finalement, qui est le neveu de Rameau mis à l'honneur à l'occasion de ce colloque? Et comment Diderot a-t-il envisagé l'écriture de cette œuvre, puisant directement ses personnages et ses références dans son environnement contemporain et réel? Bon, l'histoire du neveu de Rameau, c'est l'histoire d'une sorte de déambulation dans les jardins du Palais Royal à Paris. C'est un dialogue entre moi, qui arrive pour se promener au jardin du Palais Royal, et il fait la revue de la galerie, de ce lieu qui a été un lieu à la fois de commerce, de jeux, de prostitution, et en particulier de café où l'on jouait aux échecs. Et là, il rencontre le neveu de Rameau,
qu'il présente, qui est un personnage réel, mais qu'il traite comme un personnage de fiction, un petit peu caricaturé. Et il dialogue et il parle de beaucoup de choses très importantes, de la vie, de la mort, de l'état social, des inégalités dans la société, de la liberté de s'exprimer, du génie. Et puis cette déambulation philosophique, c'est ça qui nous a intéressés, donne une place considérable à la musique et au théâtre, à des conceptions de l'homme en fait assez profondes, qui sont illustrées par les propos sur la musique. La théorie de Diderot considérait que l'acteur pratiquait la pantomime, finalement au même titre que l'être humain dans la vie réelle, qui fatalement doit se résoudre à jouer un rôle pour prendre sa place dans la société. Superbe reportage. Franck, on voit un mélange entre musique et poésie, ça sort un peu de l'ordinaire. Qu'est-ce que c'est exactement ? Oui, alors le reportage restitue parfaitement ce que nous avons voulu faire. Nous avons réuni des universitaires, spécialistes de plusieurs disciplines, littérature, philosophie, musique, musicologie, mais aussi des praticiens, des acteurs, des danseurs aussi, des interprètes, on en a vu. Alors, c'était le but de cette manifestation. La première journée a eu lieu au Château d'Assas, et puis ensuite nous sommes allés à l'université, dans le théâtre de la Vignette. D'accord, un beau melting pot. Il y a plein de monde sur plein d'arts. C'est intéressant d'avoir plusieurs arts qui s'entrechoquent et qui se cumulent. Oui, alors c'est une approche interdisciplinaire qui est facilitée par le choix du texte qui lui-même parle de divers sujets. Diderot fournit une entrée privilégiée dans le siècle des Lumières, évidemment. Il est lui-même philosophe, écrivain, auteur de théâtre. Et dans son texte, il parle beaucoup de musique. Et puis, il parle de la gestuelle du personnage, le neveu de Rameau, qui a existé, mais dont il s'est inspiré. Il l'a modifié, bien sûr. Et ce personnage se définit lui-même comme excellent pantomime. D'accord. Merci beaucoup. Merci Franck. À bientôt. Merci. On laisse la place à la rubrique étudiante animée par Julien Regard. C'est parti, Julien, c'est à toi. Bonjour à tous et merci Julien. C'est donc la rubrique Vie étudiante. J'ai la chance et le plaisir de recevoir 3 étudiantes de l'UM1. Alors Lucille, Fanny et Inès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous venez parler d'un projet mis en place par le SUMS, qui est le service universitaire de médecine préventive de l'UM1. Et ce projet, c'est des ateliers de prévention ludiques sur les conduites à risque, sur les soirées étudiantes. Tout à fait. Enfin, cette année, nous ciblons surtout sur avant les soirées. Mais tout d'abord, je vais commencer par nous présenter. Oui. Donc, nous avons Inès, qui est à l'UFR de médecine en 3e année à l'UM1. Fanny, qui est en 2e année à l'UFR STAPS de l'UM1. Et Lucille, je suis en master de prévention de la santé par l'activité physique au sein de l'UM1. Donc, nous avons été engagés par le service universitaire de médecine préventive, qui est un service de l'UM1. Notre objectif, c'est de proposer des actions de prévention. Et l'objectif plus précis du service universitaire de médecine préventive, c'est d'être un relais. Un relais, voilà, qui est au service plutôt du personnel et des étudiants de l'UM1. C'est pour ça que vous appelez des étudiants relais santé, ERS. Vous êtes 6 en tout, 3 sur le plateau, exactement. Mais 6. Voilà. Et donc tout ça, c'est piloté par le SUMS, qui est le service universitaire, on le rappelle, de médecine préventive. Ces ateliers ludiques, pour entrer un peu dans le vif du sujet, c'est des ateliers que vous mettez en place dans le hall des UFR, je crois. Voilà, donc c'est Fanny plutôt et Inès qui vont vous présenter les actions. Donc voilà, donc je vais leur laisser la parole pour qu'elles vous expliquent plus précisément. Fanny. Merci. Donc moi c'est Fanny, je suis en licence 2 activité physique adaptée et santé à l'UFR STAPS de Montpellier. Donc les étudiants relais santé, donc nous sommes bien au nombre de 6. Donc nous sommes de différents UFR de l'UM1. Ah. Donc nous sommes en fait recrutés et formés par le SUMS et nous sommes cofinancés par l'UM1 et la MILT, donc la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies. Donc nous avons diverses missions. Donc c'est d'être à l'écoute des étudiants et de discuter avec eux de leurs problèmes de santé au sens général en fait, donc fatigue, stress, alcool, sexualité, de tout ce qu'ils peuvent parler. Donc entre étudiants, afin qu'il n'y ait pas de
une gêne en fait qu'il pourrait y avoir avec les différents professionnels et de faire le relais, si besoin est nécessaire, avec les différents professionnels de la santé ou institutions. Voilà. Et bien sûr, à plus long terme, en fait, de travailler en amont avec les associations d'étudiants afin qui prévoient des soirées bien organisées et ciblées sur la prévention. Oui, à l'heure actuelle, c'est important de mettre en place des ateliers comme ça. Alors, ces ateliers, justement, s'appellent Before le retour. C'est ça. En quoi ils consistent? Peut-être qu'on peut passer le je vais micro. Laisser à Inès le soin de présenter l'action. Donc, Before le retour, des ateliers ludiques sur avant, beaucoup sur avant, mais aussi pendant et après la soirée. Les soirées étudiantes, les soirées qui, on le sait, sont assez festives. Voilà, c'est exactement ça. Donc notre action Before le retour, le but c'est de placer les stands donc dans les halls des différentes UFR avant les soirées pour discuter autour d'un café et d'un jus de fruits d'une consommation, on va dire, modérée d'alcool. Le but étant de s'éclater quand même, mais de modérer assez pour se souvenir de sa soirée notamment. Et tout ça donc au détour d'ateliers ludiques. Par exemple, on a des lunettes qui troublent la vision comme si on avait bu. Et le but, ça va être par exemple d'ouvrir une serrure avec sa clé ou encore de slalomer entre les plots sans les renverser, ce qui est très compliqué. Ok, merci. Une dernière question. Vous qui êtes très fêtarde, c'est pas très compliqué d'allier un peu les deux? Non, pas vraiment, parce qu'en fait, on peut justement s'amuser beaucoup en évitant d'être malade toute la soirée. Et ça passe par des messages finalement assez simples de bon sens. Par exemple, choisir son SAM avant la soirée, alterner alcool fort et boissons soft, on va dire, ou encore manger en buvant, par exemple. Manger en buvant, on gardera ça. Merci. Merci à toutes les trois. La rubrique de la vie étudiante continue. Nous recevons William Osmond et Pascal Penny de Supagro, du campus Supagro, pour le concours Graines de Talent, Graines d'Agro 2014. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce concours concerne le thème de l'agroalimentaire, de l'agriculture aussi, et d'autres thèmes qu'on va aborder. William Osmond, toi tu es lauréat, on revient vers toi dans quelques instants. Pascal Penny, vous êtes responsable de l'incubateur d'entreprise de Supagro. Tout à fait. Supagro s'implique dans la création d'entreprises innovantes avec un incubateur qui existe depuis 12 ans et qui fait partie de Synersud, qui est le réseau des incubateurs et pépinières en Languedoc-Roussillon. La création d'entreprises innovantes étant une des valeurs fortes de la région. Graines d'Agro, c'est un des moments forts de l'école et de l'établissement aussi. Un concours ouvert aux étudiants et diplômés de Montpellier Supagro. Les thématiques sont celles de l'école évidemment, agriculture, agronomie, agroalimentaire, environnement de façon plus générale. Cette année, nous avons organisé donc la 5e édition, 3 lauréats, donc pour un total de prix qui atteint 10 000 € et des compétences, un mécénat de compétences qui permet et qui aide les lauréats à développer leurs projets. Alors 5 éditions et plus de 250 participants par édition, une vingtaine de projets, je crois, retenus. C'est ça, cette année donc on a reçu 23 dossiers, le concours se déroule en 2 temps, 23 dossiers, une première sélection qui s'effectue. On a retenu cette année 12 finalistes. Et ces 12 finalistes-là ont présenté leur projet à 3 jurys d'experts, donc les experts qui rassemblent des entrepreneurs de la région, des coachs pour start-upers, et puis des financeurs également, et des personnalités de la région. Et donc à l'issue de ces auditions-là, on a donc retenu trois lauréats. William, qui est ici présent, qui va nous en dire un petit peu plus sur son projet. Et Wenkuni Ouedraogo pour un projet au Burkina Faso, valorisation de noyaux de mangue pour des produits cosmétiques. Et puis un projet à Dakar, au Sénégal, pour de la valorisation d'oignons produits sur place. Alors c'est tous des projets innovants. Le tien, William, on va te passer le micro. Le tien concerne le thé. Tahiti, ça s'appelle. Oui, voilà. Oui, et c'est sur la production de thé sauvage en Thaïlande. Voilà, donc déjà, je tiens à dire qu'on est 2 sur ce projet. Il y a mon partenaire Lee Guanghui qui n'a pas pu venir aujourd'hui et que je salue. Donc ce projet, il consiste à valoriser des théiers abandonnés dans le nord de la Thaïlande. Donc voilà, dans les forêts de Thaïlande, il y a une certaine quantité de théiers qui sont pas exploités actuellement et dont les locaux pourraient tirer des revenus, en fait, tout simplement en les récoltant et en produisant du thé fini à boire avec. Donc nous, notre mission dans ce projet, ça va être de monter un petit peu, d'organiser ça,
d'organiser le fait qu'il y ait des gens qui aillent récolter les théiers, de construire une petite manufacture de thé en fait pour le transformer en thé buvable et ensuite de le commercialiser dans le monde. Donc tu es jeune entrepreneur et en ça tu as dû te déplacer en Thaïlande du coup pour je pense pour mettre en place ce projet. Alors j'y suis pas encore allé, mais justement c'est grâce au concours Graines d'Agro j'ai obtenu 3 000 euros, disons une subvention de 3 000 euros pour pouvoir aller justement prospecter. Donc je vais y aller cet été avec mon partenaire. Ok, merci à vous deux. Je rappelle que ça s'appelle le concours Graines d'Agro 2014. Il y en aura une 6e édition, je suppose, en 2015. Donc on invite tous les étudiants de Supagro, agronomie, agroalimentaire, environnement au sens large à participer. Merci à vous deux. Merci. Merci Julien pour cette belle rubrique étudiante. Tu nous as encore charmé par ton intervention. On passe maintenant à la rubrique formation, orientation, insertion professionnelle. On va regarder un reportage de l'ONICEP Languedoc-Roussillon, devenir chercheur en Languedoc-Roussillon. C'est parti. Je m'appelle Nabil, j'ai 33 ans, je suis chercheur en robotique médicale. Je suis salarié d'un laboratoire qui dépend de l'Université de Montpellier 2 et du CNRS. Mon métier consiste à concevoir des systèmes robotisés pour aider le chirurgien et le médecin dans la pratique de leurs gestes chirurgicaux sur patients. Mon travail consiste principalement à faire des réunions avec des médecins qui vont nous exposer des problématiques chirurgicales. Ensuite, on revient au laboratoire, on travaille en équipe avec mes collègues. On va développer des méthodes, des modèles et des simulations. Ensuite, on va passer à la réalisation de prototypes. Une fois qu'on a réalisé ces prototypes, on va revenir vers le médecin et les chirurgiens pour leur exposer notre solution. Un autre volet de mon travail consiste à enseigner à des étudiants ce que je suis en train de faire en robotique médicale, donc pour partager mon savoir, et aussi à participer à des colloques et des conférences scientifiques où je présente mes travaux sous forme de revues et d'exposés, et aussi pour acquérir des nouvelles connaissances. Voilà, comme prévu, je vous amène les échantillons, enfin l'échantillon. Je travaille en lien avec toute l'équipe qui m'entoure, qui est formée de permanents et de doctorants qui travaillent avec moi, et aussi avec le chef de département robotique qui nous aide un petit peu à diriger nos recherches. La principale qualité pour exercer ce métier-là est la patience. Il faut être très patient et aimer son travail pour voir aboutir son projet qui dure en général 3-4 ans. Il faut aussi être très rigoureux, autonome et persévérant. Et enfin, il faut être très curieux, très inventif et très passionné par son travail. Inventif pourquoi? Parce qu'on a au cours de son projet de recherche plusieurs blocages. Il faut essayer de trouver des solutions pour contourner ces blocages. Une des contraintes de ce métier-là, c'est ne pas compter ses heures, c'est de travailler des fois 10 heures par jour, le week-end, tard le soir. Une autre contrainte de ce travail, c'est de travailler sous pression, par exemple quand on a à rendre des projets ou des articles avant des dates butoirs. Et aussi, une pression peut venir par rapport à soumettre des nouveaux projets, de nouvelles idées. J'ai fait un bac scientifique, ensuite j'ai fait un master 2 recherche en automatique et robotique, et j'ai fait un doctorat et un post-doctorat en robotique médicale. Ce qui m'a inspiré pour faire ce métier-là, c'est qu'à la base, quand j'étais jeune, je voulais être chirurgien et médecin. Donc au final, je me retrouve à faire de la robotique pour la médecine et de la chirurgie. Donc je suis aussi content quand j'étais tout petit. Les perspectives d'évolution d'un métier de chercheur, c'est de passer directeur de recherche ou professeur pour diriger soi-même son équipe et de proposer des nouvelles thématiques de recherche. Nous accueillons sur le plateau David Cassagne, vice-président de l'UM2, délégué au numérique et des enseignements au MOOC, Christa Pellissier et Laurent Vassalo, enseignants à l'IUT de Béziers. Alors, David, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du MOOC? Qu'est-ce que c'est? À qui c'est destiné? Un petit peu la plateforme, on sait que c'est une plateforme nationale, que ça vient un peu d'outre-mer. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, les MOOC, qu'est-ce que c'est? D'abord, ce sont des Massive Open Online Courses, c'est-à-dire des cours en ligne ouverts et massifs. Alors, massif, ça dépend du nombre de personnes qui vont pouvoir s'y inscrire, mais on a l'idée donc que c'est quelque chose d'ouvert, donc il n'y a pas de frais d'inscription, n'importe qui peut s'inscrire. Alors, ces formats de cours ont connu un succès fulgurant aux États-Unis, avec certains cours qui atteignent 160 000 inscrits. Et en France, donc, a été lancée au mois d'octobre une plateforme appelée France Université Numérique
que vous pouvez consulter donc sur Internet, où vous allez trouver donc des MOOC qui sont en français, donc réalisés par des établissements français. Et tout le monde peut s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire. C'est vraiment ouvert. C'est l'idée donc un MOOC donc qui a cette notion d'ouverture au sens où on cherche à toucher un public large. On cherche à ouvrir l'université à la société. Donc c'était aussi une démarche pour l'université Montpellier 2 qui avait déjà été entamée notamment au travers de sa web TV. Et donc ça nous a paru très très intéressant de nous lancer dans un projet autour des MOOC. Ce que nous avons fait avec un premier MOOC sur la thématique ville durable qui est porté par des enseignants de l'IUT de Béziers. Très bien. C'est la culture pour tous. Voilà, c'est ça. Oui, c'est une ouverture de l'université. D'accord, merci David. On va passer à Christa. Comment on réalise un MOOC? Comment ça s'organise? Comment ça se passe? Dites-nous un petit peu. Oui, alors un MOOC, c'est d'abord une aventure humaine de la rencontre d'un enseignant tel que Laurent Vassallo et de moi-même, où quelque part nous ne connaissions pas avant de pouvoir construire ce MOOC à l'université Montpellier 2. Et aussi une équipe qui se trouve à la Dune, à la DSI, qui a passé beaucoup de temps avec nous sur les montages vidéo. Puisqu'une caractéristique des MOOC, c'est le nombre de vidéos qu'il y a. Cela correspond à peu près à 3/4 d'heure par semaine, multiplié par 6 semaines. Et à chacune de ces vidéos est associé un certain nombre de questions. Et puis nous demandons aux personnes, par exemple sur une question telle que comment vous verriez une publicité autour du traitement des déchets dans votre ville, de participer et bien sûr de voter aux différentes contributions que chacun met en tant que participant sur ce forum. D'accord, très bien. On va passer la parole à Laurent. Laurent, concrètement, le contenu, ça s'articule comment? Il y a des vidéos, il y a du texte, il y a... Oui, alors déjà, on a fait un MOOC, si vous voulez, il y a une rencontre entre le développement durable et le MOOC. Parce que le développement durable, ça a une dimension universelle. Et le thème, en plus de la ville durable, on a voulu s'ouvrir à plus de 3 milliards d'individus qui habitent aujourd'hui dans nos villes. C'est pour ça que le challenge a été intéressant. Parce que le développement durable, aujourd'hui, il faut le répandre au plus grand nombre. C'est important d'en parler? Oui. Et donc, on a construit ce cours justement pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on a essayé de ne pas prévoir de prérequis, c'est l'intérêt du MOOC, et de le construire sur 6 semaines. Alors ça a débuté ce mardi, ça finit début mars, sachant que les gens peuvent encore s'inscrire jusqu'au mois de mars et suivre ce MOOC. On peut encore s'inscrire maintenant? Tout à fait. D'accord. Et là, vous allez avoir donc 6 semaines avec 6 séances où on va avoir des vidéos, où avec Christa, on expose ce qu'est le développement durable sur des aspects juridiques, sociologiques, écologiques et autres. On va parler des 4 piliers du développement durable, avec aussi un pilier où vous avez parlé de culture tout à l'heure, c'est fondamental. Et on va retrouver des quiz aussi. Et aussi, ce qui est important, ce qu'on voit depuis une semaine, c'est une montée en puissance des discussions entre les apprenants. D'accord. Aujourd'hui, vous avez un groupe Facebook, par exemple, où il y a presque 800 personnes qui participent tous les jours. Ça crée des échanges aussi. D'accord. Il y a beaucoup de contenu, mais ça crée des échanges aussi. Oui. Une dernière question pour David. Si on veut faire un MOOC, si un enseignant, si un chercheur veut faire un MOOC, à qui on s'adresse, comment on fait? Alors, pour faire un MOOC au niveau de l'université Montpellier 2, donc il faut s'adresser à la DSI et plus particulièrement à la direction des usages du numérique, puisqu'il y a toute une équipe qui existe, qui est là pour accompagner les enseignants. Donc c'est une équipe qui comprend de l'audiovisuel, des ingénieurs technopédagogiques et tout un ensemble de personnes qui seront prêtes à accompagner ceux qui le souhaitent. Super, merci beaucoup d'être venu. À très bientôt. Merci. Merci à vous. Nous accueillons sur le plateau Catherine Morales, gestionnaire du collège doctoral du Languedoc-Roussillon. Alors Catherine, on va parler du concours Ma thèse en 180 secondes. Comment est-ce qu'on arrive à résumer sa thèse en 180 secondes? C'est la question. C'est un exercice difficile, mais néanmoins possible. Donc les doctorants auront effectivement 3 minutes pour présenter leur sujet de recherche de manière vulgarisée, de manière simple pour un public divers et varié. Donc il faut qu'il soit clair, concis et pertinent. Alors, on les accompagne, ils se débrouillent tout seuls et ils présentent à la fin. Comment ça se passe le concours? Non, on va les accompagner. C'est un concours régional, mais dans le cadre d'une action qui est portée par le CNRS et la CPU, la Conférence des présidents d'université.
au niveau national et au niveau international. Donc nous, on organise le concours régional, on va les accompagner, 3 coachs vont les accompagner, un spécialiste de la vulgarisation scientifique, une de la rhétorique et un de la prise de parole en public. Donc nous, on va les accompagner. D'accord. Il y a plusieurs phases, une phase régionale de sélection et après une phase nationale ? Oui, il y a une phase régionale qui va se dérouler le 26 mai au Presse Sud de France et ensuite il y aura la phase nationale à Lyon en juin et la phase internationale à Montréal en septembre. Donc la phase régionale et nationale sont en anglais ? Non, c'est tout en français. C'est uniquement des doctorants francophones. D'accord. Qui vont représenter la France à Montréal. Les inscriptions sont clôturées. On peut encore s'inscrire. Les doctorants, ils peuvent encore venir ou pas ? Oui, les inscriptions n'ont pas encore démarré. Alors, c'est des candidatures parce qu'on va faire une présélection. On va retenir 24 doctorants et on va ouvrir les candidatures d'ici une semaine. Donc on lance un appel à tous les doctorants du Languedoc-Roussillon ? Tout à fait, il faut qu'ils osent. Parce que c'est pas toujours facile d'oser participer à ce type de concours. Et en plus, c'est pas évident parce qu'une thèse sur 3 ans avec un rapport de 100 à 200 pages, le résumé en 3 minutes, c'est pour des doctorants de première, deuxième, troisième année, tout le monde, ou essentiellement les troisième années ? Non, c'est pour tous les doctorants. Il faut quand même que le projet de recherche soit un petit peu avancé, mais c'est même aussi pour les docteurs de l'année dernière. Et donc, dans un concours, on se demande qu'est-ce qu'on gagne dans ce concours ? Le voyage à Montréal, peut-être. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Après, on n'a pas encore tout à fait finalisé, savoir si on va faire un autre prix. D'accord. Comment on peut retrouver ces informations ? À qui on s'adresse ? Alors, vous le retrouverez sur le site du Collège doctoral, sur le Facebook du Collège doctoral. Voilà, et puis par mail aussi, les doctorants vont être informés. On va communiquer, le Presse Sud de France va communiquer dessus, on va faire une grosse communication. D'accord, c'est vous qui gérez le projet un petit peu ? C'est moi qui gère le projet, mais il va y avoir une équipe derrière, on est en train de travailler tous ensemble. D'accord, très bien. Merci Catherine, à très bientôt et bon concours à vous. Merci beaucoup. Merci. Nous accueillons sur le plateau Guillaume Zambrano, maître de conférence en droit privé à l'université de Nîmes, et Laurence est bibliothécaire à la BU de droit. Alors, Laurence, le marathon de la doc à la BU, qu'est-ce que c'est et c'est pour qui ? Alors en fait, c'est à destination des doctorants de droit première et deuxième année. Et en fait, c'est né à l'issue d'une rencontre entre Guillaume et moi, Guillaume, un ancien doctorant, et moi en tant que bibliothécaire. Donc de mon côté, en fait, je me disais que vu toute l'étendue et la richesse des ressources documentaires qui sont à disposition des doctorants, elles étaient sous-utilisées et que finalement c'était préjudiciable pour eux. Et toi, Guillaume, de ton côté En tant que doctorant, je m'étais rendu compte que doctorant en droit, on n'avait pas de formation spécifique pour fabriquer une bibliographie, ce qui est peut-être la première question, comment faire de la recherche, voilà, la cuisine toute bête. Donc on a décidé de travailler ensemble et avec l'aide de l'école doctorale de l'université Montpellier 1, de monter cette façon nouvelle de faire de la formation pour les doctorants. Et du coup, Guillaume, ça apporte quoi pour les doctorants qui se réunissent sur une journée, sur quelques jours ? Ils échangent, ils partagent, Comment ça se passe ? Alors, l'idée de départ, c'est de pas réinventer la roue à chaque fois. Vous avez des doctorants qui ont dû rédiger leur thèse et donc mettre en place une norme bibliographique. Et il est un petit peu absurde de se retrouver tout seul par rapport à cette question. Donc là, les doctorants se rencontrent. Ils peuvent échanger leur expérience et on peut être moins isolé et donc mieux travailler, s'entraider et aller plus vite sur la thèse. D'accord. Laurence, au niveau de l'organisation, parce que c'est quand même une sacrée difficulté de faire son rapport de thèse, de s'organiser la bibliographie. Vous les accompagnez, vous leur montrez des méthodologies. Comment ça se passe vraiment concrètement ? Eh ben, tout à fait. En fait, l'objectif de ce marathon, c'était d'acquérir une méthode de recherche documentaire et aussi une méthode pour présenter ces références bibliographiques. Donc, comment ça s'est passé ? Sur une semaine, on a organisé le marathon sous forme d'atelier. Et en fait, chaque doctorant était amené à présenter en direct sa recherche sur son sujet, sur une ressource particulière, et donc il était confronté à la difficulté d'expliquer aux autres comment il trouvait ses documents, s'ils étaient pertinents ou non, et en fait il recevait l'assistance des formateurs et de ses collègues doctorants qui lui donnaient des trucs et astuces et des conseils. D'accord. Donc c'était très interactif. Vous faites un accompagnement à l'année aussi, c'est-à-dire que s'il y a un doctorant qui a besoin un petit peu de
de méthodologie, il peut vous appeler, il peut vous contacter ou pas? Oui, exactement. En fait, on est 3 personnes au service formation des usagers. Et on est entièrement à disposition des doctorants s'ils ont besoin de conseils, d'astuces. Comment on vous contacte? Par mail, formation-richter@univ-montp1.fr. C'est une belle adresse. Un grand merci à vous d'être venu sur le plateau. Et on espère que vous allez avoir beaucoup de doctorants, peut-être des futurs événements à venir. Un autre événement sur... La formation a bien marché cette année, les doctorants étaient contents, donc il y aura un marathon de la doc 2015. On la refait l'année prochaine. On la refait l'année prochaine. Super. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Merci. On passe maintenant à la rubrique internationale. On accueille sur le plateau Ambar González Bouab de l'Université Montpellier 2, chef de projet du programme Erasmus Mundus, et Lucie Le Charbonnier, ancienne doctorante. Alors, Lucie, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur les bourses Erasmus Mundus? Qu'est-ce que ça apporte pour les étudiants qui veulent faire leurs études et qui veulent partir un petit peu voir du pays? Donc moi j'ai participé au premier programme Averroès. Je suis partie en mars 2009 et j'ai bénéficié du programme pendant 18 mois plus une reconduction de 6 mois, donc 2 ans. Donc le premier avantage, et tous les étudiants en sciences humaines me comprendront, c'est d'abord d'apporter un financement. En sciences humaines, il est très difficile de décrocher un financement par contrat doctoral. Donc bénéficier d'une bourse Averroès pendant 2 ans, c'est déjà pouvoir se consacrer à sa thèse et uniquement à sa thèse pendant 2 ans. Donc c'est déjà un apport considérable. Le deuxième avantage, je suis partie en Algérie une première fois avant le programme Averroès. Donc j'ai pu comparer les 2 expériences, partir en tant que personne isolée et partir dans le cadre d'un programme. Et on bénéficie d'un réseau. Donc ça commence à partir de l'obtention du visa. On n'obtient pas un visa de la même manière pour l'Algérie. Moi, je faisais mon terrain en Algérie. Pour l'Algérie, en se présentant comme une candidate Averroès. Donc ça ouvre des portes? Ça ouvre énormément de portes. Ça ouvre les portes de l'université. Donc je suis partie dans le cadre de mon doctorat, donc j'y allais pas pour suivre des cours. J'y allais pour faire un terrain ethnologique. Mais le fait de bénéficier du réseau universitaire m'a permis de rencontrer pour ces études, énormément de monde, d'avoir des facilités de logement, d'avoir des facilités de déplacement. Pour faire sa thèse. Sa thèse. Donc c'est la mobilité internationale, mais c'est aussi la mobilité interne dans un pays. On n'y pense pas assez, mais arriver dans une ville, moi je faisais partie du programme à Oran, mais ça m'a permis de partir en Kabylie, à Tlemcen, à Alger, de découvrir réellement un pays. Ça fait pas peur de partir tout seul dans un pays qu'on connaît pas, faire ses études? On n'est pas mieux de rester ici? Je suis bonne cliente, je faisais de l'ethnologie, donc ça faisait partie du contrat de base. D'accord. Mais on se bousculait pas au départ pour partir en Algérie. Pour la première année, on s'est pas bousculé. D'accord. Merci beaucoup, Lucie. Ambar, Bonjour. Bonjour. Comment on fait pour avoir cette bourse? Comment on s'y prend? Donc il faut juste postuler en ligne. Il y a différents pays auxquels on peut y aller dans les cadres des bourses Erasmus Mundus. On peut aller partout? À l'UM2, aujourd'hui on peut aller en Tunisie, en Europe de l'Est, en Afrique du Sud et aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il suffit d'aller sur le site web de l'université, cliquer sur la rubrique internationale et puis voir les appels à candidature. D'ailleurs, j'encourage vraiment les gens à y aller tout de suite parce qu'ils sont proches de finir maintenant. Il y a beaucoup de pays anglophones puisque beaucoup de personnes cherchent à parler anglais maintenant. Il y a beaucoup de pays anglophones sur les partenariats? Il y a l'Afrique du Sud, du coup, l'Australie, la Nouvelle-Zélande aussi, mais sinon, on a des pays francophones dans lesquels c'est encore plus facile de suivre les études. Donc voilà, c'est une expérience unique. Moi, je l'ai vécue. Et puis, vous disiez tout à l'heure par rapport un peu à se sentir lâché dans la nature. Et c'est pas du tout ça parce que dans les cadres des bourses Erasmus Mundus, déjà, c'est des sommes très importantes, de 1 000 € à 2 500 €. D'accord. Par mois? Par mois, ouais. Oui. Il y a l'aller-retour, le voyage, on prend en charge l'assurance aussi, les frais d'inscription et les étudiants, en tant que les enseignants-chercheurs aussi, ils sont suivis tout le long de leur mobilité. Alors, j'ai vu que c'était ouvert au personnel. Comment ça se passe? Qui est-ce qui peut y aller? Est-ce que demain, si je veux partir, je peux y aller? En fait, c'est pour le personnel académique travaillant dans l'université. Donc, c'est dirigé à des licences, master, doctorants, post-doctorants. Et après, des enseignants-chercheurs ou de cadres administratifs, ils peuvent aller pour faire un échange de compétences dans des pays tiers. D'accord. Et ça dure combien de temps, ces bourses? On en a pour combien de temps? 2 ans, 3 ans Ça dépend des niveaux. Mais ça peut aller de 6 mois à 18 mois de mobilité. D'accord, super. Un grand merci à vous d'être venu sur le plateau. Et puis, on espère partir bientôt, nous aussi, avec Erasmus Mundus. Merci beaucoup. À vous. Au revoir. On termine cette émission Campus Mag au CNRS Génopolis. L'agenda
Agropolis International en 2014, c'est l'année internationale des agricultures familiales, AIAF. L'événement est le 1er et 3 juin à Montpellier, au Quorum. Le CNRS, café et vidéo au CNRS, tous les premiers jeudis du mois, d'octobre à juin. Montpellier Supagro, il se passe des conférences, débats, culture sciences du 18 mars 2014 sur le thème de la place de la femme dans l'agriculture. À l'Université Montpellier 3, Paul Valéry, journée porte ouverte le 19 février 2014. À l'Université de Nîmes, journée porte ouverte le 15 février 2014 de 9h à 16h. À l'Université Montpellier 1, le 13 février 2014 de 14h30 à 16h30, conférence débat autour d'Yves Gattaz, président fondateur de Jeunesse et Entreprise, sur le thème Goût d'entreprendre. Au Crous de Montpellier, bourse et logement, c'est parti, et jusqu'au 30 avril, en vous connectant sur www.crous-montpellier.fr. 2 choses à dire, le prochain direct, c'est le 27 février au Crous, une émission haute en couleurs et très étudiante. Prochain événement aussi, en avril, ça va être les 1 an de Campus Mag, grosse fiesta en perspective. On vous remercie, on vous fait des bisous, à très bientôt, bye bye.